Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran, enfin l'écran normal? Oui, C'est bon? Vous voyez pas le mode présentateur, c'est bon? non, c'est bon. D'accord, ok. Est-ce qu'on attend un tout petit peu ou est-ce qu'on commence? Parce que là, je vois que vous êtes 9. Euh, Bon, bah, je vais commencer. Puis de toute façon, l'idée, c'est que bah, bien sûr, vous m'arrêtez si besoin. Euh, et, euh, vous utilisez le chat, je pense, si vous avez des questions, ou même vous pouvez bien sûr m'arrêter sans problème. Je vais juste essayer de... Voilà. Ok. Alors, je suis une des chefs de clinique de l'hôpital Henri Mondor en hémopathie lymphoïde et je vais vous faire le cours sur les lymphomes B agressifs. Donc, le cours, il va surtout porter sur les lymphomes B diffus à grande cellule, qui est quand même le lymphome B agressif le plus fréquent. Je vais vous parler un tout petit peu du Burkitt. Je vais pas vraiment j'avais pas prévu de vous parler des lymphomes du manteau, mais si vous avez quelques petites questions à propos, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de revoir un peu la physiopathe et la prise en charge globale. Donc, peut-être que c'est des choses qui vont vous paraître un peu basiques. Donc, vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous connaissez par cœur. Et par contre, surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Enfin, voilà, l'idée, c'est de partir avec des bonnes bases sur le lymphome B. Et puis bon, c'est interactif. En tout cas, c'est l'objectif. Alors, euh, donc, bon, j'ai mis une diapo, c'est vraiment juste un petit rappel, parce qu'on va en parler un petit peu, mais donc c'est pour que vous vous souveniez de la lymphopoïèse B. Donc, la différenciation des lymphocytes B, elle commence dans la moelle. Donc, à partir de la cellule souche lymphoïde, qui va donner ensuite le lymphoblaste, et ensuite le lymphocyte B naïf. Et en fait, ces lymphocytes B naïfs, il y a tout un répertoire assez large grâce au réarrangement VDJ qui fait que donc on va avoir déjà un panel de lymphocytes B assez différent pour pouvoir reconnaître des antigènes, de nombreux antigènes. Puis ensuite, la lymphopoïèse B, le lymphocyte B, lorsqu'il sort de la moelle, il est mature, mais il est naïf. Et en fait, il va y avoir encore des transformations qui vont plutôt se passer dans les ganglions. Et donc, c'est pour ça, lorsqu'il y a une anomalie clonale au niveau des lymphocytes B, les signes cliniques, ça va plutôt être une polyadénopathie. Et on peut avoir bien sûr un envahissement de la moelle, mais ce n'est pas systématique. Donc le lymphocyte B naïf, il est situé dans les tissus, dans le sang, et puis lorsqu'il rencontre un antigène qu'il reconnaît, lorsqu'il est activé par la cellule présentatrice d'antigène, il va ensuite migrer dans le ganglion. Il va y avoir une réponse immunitaire qui va être un peu plus complexe pour à la fin donner un plasmocyte sécréteur d'anticorps et un lymphocyte B mémoire. Dans le ganglion, je vous ai remis le petit schéma du ganglion parce qu'on ne s'en souvient pas toujours. Bon, voilà, il y a les vaisseaux, hein, et puis il y a le cortex superficiel et profond. Et en fait, si il y a une activation prolongée par un antigène, il va y avoir la création d'un centre germinatif. Et dans ces centres germinatifs, il va y avoir une interaction importante entre les cellules présentatrices d'antigènes, les lymphocytes B, les lymphocytes T, pour aboutir à l'immunité finale, le lymphocyte B mémoire et le plasmocyte. Et donc, c'est au sein du centre germinatif, dans le ganglion, qu'il va y avoir toutes ces modifications, donc l'hypermutation somatique et le switch isotypique. Et en fait, c'est un des seuls endroits dans le corps humain où en fait, on accepte le fait qu'il y ait des mutations qui surviennent.
Et donc, ces mutations ont pour objectif d'avoir un lymphocyte B le plus affin possible avec l'antigène. Donc, il va y avoir plein de mutations, puis surtout aussi beaucoup d'apoptose, puisqu'en fait, ça va créer plein de cellules qui ne sont pas spécialement adaptées à l'antigène qu'on va détruire. Donc, dans le centre germinatif, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de la prolifération, des mutations et beaucoup d'apoptose. Et à la fin, lorsqu'on a obtenu donc, un clone qui est très affin avec l'antigène, il va y avoir le switch isotypique et ce qui va permettre de donner donc, le plasmocyte sécréteur d'anticorps. Et donc, c'est ce qu'on appelle la maturation d'affinité. Et donc, en fait, forcément, à cet endroit, dans le ganglion, dans le centre germinatif, il y a un potentiel de problème important, puisque du fait de ce que je disais, des mutations, et puis, du coup, il y a potentiellement des cellules clonales qui peuvent survenir. Alors, les lymphomes B agressifs, donc avant, on se servait de la clinique. Donc, les lymphomes, principalement, ça se présentait par des polyadénopathies. Et puis, on arrivait quand même à différencier un petit peu des lymphomes agressifs qui souvent avaient des grandes cellules. On les appelait lymphomes de haut grade. Et puis, il y avait les lymphomes souvent un peu moins agressifs qui ne faisaient pas trop parler d'eux, qu'on appelait lymphomes de bas grade avec des plus petites cellules. Mais en fait, c'était quand même assez hétérogène et donc, on était assez limité. Et puis, en fait, après, dans les années 80, on a compris qu'il fallait trouver la contrepartie normale, c'est-à-dire quel était le lymphocyte qui était en cause, quel était le lymphocyte T qui était devenu clonal, qui était la cellule tumorale, B ou T qui était devenue la cellule tumorale. Et donc, ça a permis d'être un peu plus précis sur les types de lymphomes. Donc, on a différencié le lymphome du manteau, par exemple, certains lymphomes centraux germinatifs, certains lymphomes post-centre germinatif, et donc, du coup, d'être un peu plus précis. Et puis, de plus en plus, heureusement, les connaissances ont avancé, puis on a eu donc une meilleure caractérisation des lymphomes grâce aux marqueurs de surface, donc avec l'immunohistochimie, et puis à la cytogénétique, la biologie moléculaire, qui fait que du coup, on arrive de plus en plus à séparer par entité les lymphomes. Et même au sein d'un type de lymphome, que ce soit lymphome du manteau, lymphome B diffus à grandes cellules, même dans ce gros groupe-là, on arrive encore à faire plein de sous-groupes pour adapter au mieux les traitements. Parce que, en fait, pour tous les lymphomes, c'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'il y a des traitements qui marchent un peu mieux, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui vont très bien répondre au traitement, puis d'autres qui ne vont pas bien répondre au traitement. Et donc, on essaye de trouver quels sont les facteurs au diagnostic qui pourraient nous orienter pour guider le traitement. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer, les données cliniques. Ensuite, à partir des données cliniques, on a une petite orientation, mais c'est surtout sur la biopsie ganglionnaire avec la morphologie qu'on va s'aider. Ensuite, on va regarder le phénotype et ensuite la génétique. Et donc, dans les lymphomes, comme le diagnostic se fait sur des tissus, ça va être de l'histologie, contrairement à la cytologie lorsqu'on fait le diagnostic de leucémie aiguë sur un myélogramme. Le phénotype va se faire par immunohistochimie et la génétique par de la cytogénétique et de la fiche en général. Et donc, juste pour que vous ayez une petite idée, donc on a le lymphome du manteau qui est issu de la zone du manteau et ensuite, un peu plus tard, on s'est rendu compte qu'il était caractérisé par une translocation, la T1114, qui réarrange le gène des immunoglobulines avec la cycline D1. BCL1 qui est un gène qui joue dans l'apoptose. Dans le centre germinatif, on a de nombreux lymphomes qui sont issus du centre germinatif. On a le lymphome de Hodgkin, issu d'un lymphocyte B qui avait commencé à se développer pour devenir affin avec l'antigène et qui ensuite a pris la porte de sortie apoptose, donc qui est un lymphocyte B pré-apoptotique. Dans le centre germinatif, on a aussi donc les lymphomes B diffus à grandes cellules, le lymphome de Burkitt et le lymphome folliculaire. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, le lymphome de Burkitt, il avait une translocation particulière, la T814, qui réarrange MYC avec le gène des immunoglobulines. Le lymphome folliculaire, c'est la 14-18, BCL2, pareil, une protéine de l'apoptose avec le gène des immunoglobulines.
Et puis, on a des lymphomes post-centre germinatif, type le lymphome de la zone marginale, lymphome de Mark. Donc, le lymphome B diffus à grandes cellules, c'est 5000 nouveaux cas par an en France. C'est donc une des hémopathies les plus fréquentes, quasiment autant que des myélomes. C'est quand même derrière la leucémie lymphoïde chronique, mais c'est largement devant, vous voyez, les SMD et les LA. Petite prédominance masculine, comme dans toutes les hémopathies. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un diagnostic de lymphome est assez compliqué, puisque, comme on l'a dit, le diagnostic de lymphome, contrairement aux tumeurs solides, en fait, dans les tumeurs solides, les cellules pathologiques, elles ne ressemblent pas aux cellules normales. Donc, un cancer du poumon, on voit bien la différence entre le tissu normal et le tissu pathologique, alors qu'un lymphome, c'est des lymphocytes, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, ce n'est pas uniquement sur la morphologie qu'on va pouvoir poser un diagnostic, même si on a quand même des indices. Il y a une destruction de l'architecture ganglionnaire par une infiltration par des lymphocytes pathologiques, mais c'est grâce à l'immunohistochimie qu'on va pouvoir savoir si le lymphome il est B, s'il est T, et ensuite avec plein d'autres marqueurs qu'on va pouvoir faire le diagnostic. Et donc, pour tout diagnostic de lymphome, il y a ce qu'on appelle le réseau lymphopathe, et donc il y a une relecture qui est centralisée. Donc un laboratoire de ville qui va faire un diagnostic de lymphome va adresser le cas, ce n'est pas obligatoire mais c'est fortement conseillé et c'est gratuit, va adresser le cas dans un centre expert qui va pouvoir faire tous les marqueurs pour vraiment être très précis sur le diagnostic du lymphome, pour éviter les erreurs diagnostiques et pour orienter au mieux le traitement. Les différents lymphomes sont classés dans la classification OMS 2016. Donc, vous pouvez voir, ici, c'est tous les lymphomes B agressifs. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Celui dont on va parler beaucoup, c'est le lymphome B diffus à grandes cellules, DLBCL en anglais. Et puis après, il y a des sous-types de lymphome. Donc, celui qui est le classique, le sans autre spécificité, c'est le lymphome B diffus à grandes cellules NOS. NOS, ça veut dire Not Otherwise Specified. Et puis après, il y a plein de sous-types de lymphome B diffus à grandes cellules dont on ne va pas parler, qui sont assez rares. Donc, il y a par exemple le lymphome B primitif du cerveau, le lymphome de type jambe, qui en fait est un lymphome qui survient au niveau de la jambe chez les femmes âgées, le lymphome B diffus à grandes cellules lié à l'EBV, celui qui est associé à l'inflammation chronique, celui qui est associé au médiastin, celui qui est intravasculaire, voilà, etc., etc. Donc, il y en a pas mal. À côté de ça, dans les lymphomes B agressifs, on a aussi le lymphome de Burkitt, que vous connaissez. Et puis, il y a le HGBL, dont on va parler un peu plus tard, qui est le high-grade B lymphoma, qui est, avant, c'était des lymphomes qu'on mettait dans la case des lymphomes B diffus à grandes cellules. Mais on avait bien remarqué que c'était des lymphomes très agressifs qui se situaient entre le lymphome B diffus à grandes cellules et le lymphome de Burkitt. Et donc, du coup, maintenant, dans la nouvelle classification OMS 2016, on les a individualisés et ils s'appellent donc HGBL et on en parlera un petit peu plus tard. C'est les anciens Burkitt-like. Il y a aussi un autre type de lymphome qui est entre le lymphome B diffus à grandes cellules et le lymphome de Hodgkin qu'on appelle le gray zone. Et l'autre nouveauté dans la classification OMS, c'est que dans les lymphomes B diffus à grandes cellules NOS, on différencie les lymphomes GC issus du centre germinatif et les lymphomes dits activés ou non centro-germinatifs qui sont issus d'un lymphocyte qui se développe un peu plus tard. Donc voilà, c'est les modifications qui ont été faites dans la classification OMS 2016 par rapport à la classification d'avant. Donc, on va passer au DLBCL NOS, donc la très, très, très grande majorité des lymphomes B agressifs, donc des lymphomes B diffus à grandes cellules. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? Non, c'est bon. Non, ça va. Eh bien, on continue. Ça va. Donc, ici, déjà, il y a une première chose qui est intéressante, c'est, vous voyez, ça, c'est la courbe de survie d'un patient qui a un lymphome B diffus à grandes cellules. Et quand même, ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même plutôt des pathologies de bon pronostic. Alors, évidemment, c'est pathologies du sujet âgé. Donc, si on les prend à 10 ans, il y a des gens qui sont morts probablement d'autres choses. Mais voilà, on a quand même on arrive quand même à avoir un espèce de plateau. Donc, c'est des pathologies qu'on sait quand même assez bien guérir. Ça fait partie des cancers qu'on sait le mieux guérir. On n'est pas au niveau du lymphome de Hodgkin, qui est plutôt à 90% de survie chez les jeunes.
Mais chez les jeunes qui ont un lymphome B diffus à grande cellule, on est autour de 80% de survie, et chez les vieux, on est plutôt aux alentours de 60%. Donc, c'est quand même complètement différent de certaines pathologies d'hémato, comme les leucémies aiguës. Donc, en fait, dans le cours, vous allez voir, j'ai pas mal cité cet article du New England qui est paru il n'y a pas très longtemps par Gilles Salles, donc, qui est un hématologue lyonnais qui maintenant travaille aux États-Unis. Et en fait, c'est une revue qui réexplique bien tout sur les lymphomes B différentes cellules. Et donc, si vous avez l'occasion de le lire, bon, j'ai repris le plus important dans le cours, hein, mais ça vraiment, ça résume très, très bien le lymphome B diffus à grande cellule. Donc, ça peut vous servir de mémo. Donc, ce qu'il faut retenir dans les lymphomes B diffus à grande cellule, c'est que c'est des maladies qui sont hétérogènes dans la présentation clinique et dans la présentation histologique et dans le pronostic. Il y a des formes qui sont de très bons pronostics. Avec la chimio, les patients seront guéris, et puis des formes qui résistent au traitement et dont les gens peuvent mourir en quelques mois. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il peut y avoir des rechutes. La plupart des rechutes sont précoces. La barre des 2 ans est importante, et que les rechutes sont de mauvais pronostics globalement. Un lymphome B diffus à grande cellule on peut souvent le guérir avec la chimiothérapie, mais quand il rechute, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc, l'objectif pour nous et puis pour les générations suivantes, c'est de mieux comprendre encore mieux, on va dire, la physiopathologie pour mieux détecter dès le diagnostic les formes de mauvais pronostics qui sont résistantes au traitement ou alors celles qui vont rechuter, parce que là, actuellement, en 2021, quand il y a quelqu'un qui vient avec un lymphome, on arrive à dire « Ouh, ça a l'air d'être un lymphome de mauvais pronostic » ou alors « Ouh, ça a l'air d'être un lymphome de bon pronostic », mais on n'en sait pas beaucoup plus. Et dans tous les cas, pour le moment, on n'a pas trouvé de traitement pour ceux qui sont de plus mauvais pronostics. L'idée, ce serait, dès le diagnostic, de pouvoir repérer les patients qui vont mal tourner, entre guillemets, pour pouvoir leur mettre un traitement un peu différent. Et puis, au contraire, si possible, d'alléger le traitement des patients qui vont bien et qui ne rechuteront jamais. Donc, puisque le traitement, hein, on ne l'a pas dit, mais évidemment, le traitement, c'est la chimiothérapie, la polychimiothérapie. On ne fait pas de chirurgie, hormis pour un but diagnostique. On ne fait pas de radiothérapie, quasiment pas dans le lymphome B diffus à grande cellule, à part en soins palliatifs. Donc, c'est uniquement la chimiothérapie et donc de la toxicité. Donc, l'âge médian, c'est 65-70 ans. C'est une pathologie plutôt du sujet âgé. Et 30% des patients ont plus de 75 ans. Mais vous pouvez avoir des ados qui ont des lymphomes B diffus à grande cellule, même si c'est rare. Et par contre, sans que ce soit rare, des gens entre 30 et 45 ans qui peuvent avoir des lymphomes B diffus à grande cellule, contrairement à quand même pas mal de cancers. Ça, c'est une pathologie qui peut survenir de novo, mais ça peut aussi être la transformation d'un lymphome indolent. Donc, ce qui est classique, c'est un lymphome folliculaire, par exemple, qui va se transformer en lymphome B diffus à grande cellule, ou des lymphomes de la zone marginale qui vont se transformer en lymphome B diffus à grande cellule, des LLC qui vont se transformer en lymphome B diffus à grande cellule, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter, etc. Alors, les facteurs de risque qui sont établis actuellement en 2021 pour le développement d'un lymphome B diffus à grande cellule, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas comme le cancer du poumon avec le tabac ou l'alcool avec la cirrhose et le cancer du foie. Donc, ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a des susceptibilités génétiques. Donc, c'est très important de poser la question de l'historique familial avec certaines mutations qui ont été repérées, certains virus. L'hépatite C est connue pour favoriser les lymphomes de la zone marginale, mais on sait que les hépatites, globalement, peuvent favoriser la survenue de lymphomes. Le HIV, bien sûr. Globalement, les patients qui sont immunodéprimés, donc les patients qui ont bénéficié d'une transplantation d'organes qui sont sous immunosuppresseurs au long cours, les autres patients qui sont immunodéficients, donc ça peut être pour des raisons génétiques ou des traitements au long cours, ont un risque de développer des lymphomes. Et puis, à l'inverse, aussi, les patients qui ont une maladie auto-immune, donc peuvent avoir plus souvent des lymphomes. L'obésité est un facteur de risque. Et puis, progressivement, on commence à avoir un peu plus d'informations sur les facteurs de risque environnementaux. Donc, on le sait, hein, Tchernobyl, les radiations ionisantes, certains facteurs, certains produits toxiques, le benzène, c'est connu. Mais on le retrouve très rarement lorsqu'on fait l'interrogatoire des patients. Mais déjà, un peu plus récemment, on a pu montrer que, notamment, il y avait certains pesticides
qui étaient des facteurs de risque. Et donc là, actuellement en France, il y a une étude qui s'appelle REALISA, que vous avez dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il y a beaucoup de centres en France qui sont ouverts pour cette étude. L'idée, c'est d'inclure 8000 patients à peu près en quelques années. Et en fait, c'est au diagnostic, on fait tout un interrogatoire auprès des patients pour rechercher justement à terme des facteurs de risque dans l'environnement. Alors, il y a des facteurs qui semblent diminuer le risque. Donc, les patients qui sont allergiques, les transfusions sanguines. Et puis, par contre, il y a des facteurs qui semblent n'avoir aucun impact, notamment le diabète de type 2. Alors, la présentation clinique, elle est variée. Le truc typique, c'est la polyadénopathie. Contrairement au lymphome indolent, on va avoir une survenue assez rapide d'une adénopathie qui peut être visible, donc cervicale, axillaire, inguinale, ou ça peut être des adénopathies profondes. Donc là, vous voyez ici, on a un patient qui avait des adénopathies, vous voyez, cervicales, sous-mandibulaires, intraparotidiennes même, médiastinales, axillaires, et puis des adénopathies abdominales, donc de la chaîne lombo-aortique et puis rétropéritonéale. Et puis là, il y avait une atteinte splénique. Il peut y avoir des signes B, contrairement au lymphome indolent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir une atteinte extraganglionnaire. Et ça correspond à 30 à 40% des cas. On peut avoir une atteinte médulaire, mais pas systématique, donc c'est 15 à 20% des patients. Et on a 2 à 4% des patients qui peuvent avoir une atteinte du système nerveux central. Cette atteinte du système nerveux central, ça peut être soit une atteinte intraparenchymateuse, ça peut être uniquement une atteinte des méninges, donc du liquide céphalorachidien. Et donc, c'est pour ça que dans le bilan d'extension, on fera une ponction lombaire et non pas systématiquement une imagerie, ou ça peut être les deux, et le LCR et intraparenchymateux. Et l'atteinte du système nerveux central est une atteinte de très mauvais pronostic parce qu'on n'a pas beaucoup de drogues qui passent la barrière hémato-méningique. Donc voilà, ça c'est un exemple de patient qui avait une atteinte osseuse, hein, vous voyez, avec tout le rachis, le sternum, donc des atteintes extraganglionnaires qui sont tout à fait possibles. Et tous les organes peuvent être atteints, ça peut être le tube digestif, ça peut être la peau, ça peut être les organes gynécaux, ça peut être testicules, etc. Et j'en ai pas parlé, mais on sait qu'il y a quand même des atteintes cliniques qui ont plus de risques d'entraîner une atteinte du système nerveux central ou une rechute dans le système nerveux central. Et ces atteintes connues sont l'atteinte rénale, surrénale. On a aussi l'atteinte médulaire, quand il y a une atteinte dans la biopsie ostéomédulaire, et puis le testicule. Ça, c'est une atteinte connue pour avoir souvent une progression neuroméningée. Et puis après, sein, ovaire. Donc, le lymphome, il peut être révélé par uniquement une adénopathie. Et donc, on va faire une biopsie de cette adénopathie et on va retrouver un lymphome. Mais dans les lymphomes agressifs, ça peut se révéler de façon un peu plus urgente puisque c'est des masses qui grossissent rapidement. Et donc, certaines localisations sont à risque. Le lymphome cérébral, c'est souvent une urgence, c'est des signes neurologiques. Lymphome digestif, il peut y avoir des saignements, des perforations qui se font soit de façon spontanée au diagnostic, soit favorisées par la chimiothérapie. Ça peut être la masse qui est compressive. Donc, on a notamment le syndrome cave supérieur, une masse abdominale qui peut être compressive, responsable d'un syndrome occlusif, une compression médulaire, hein, c'est l'exemple ici, lorsqu'on a une atteinte osseuse ou une atteinte paravertébrale. Et puis, ça peut être une urgence biologique, puisque lorsque la masse prolifère rapidement, on peut avoir un syndrome de Lees, donc révélé par l'augmentation des LDH, calcium, phosphore, acide urique. Ce syndrome de Lees peut survenir, encore une fois, spontanément ou être déclenché par la chimiothérapie. Et puis, on peut aussi avoir un syndrome d'activation macrophagique, même si c'est assez rare, c'est quand même plutôt dans les lymphomes. Le diagnostic positif, il se fait à l'aide d'une biopsie ganglionnaire. La cytoponction ganglionnaire, il faut oublier, la cytoponction, elle sert uniquement à différencier un abcès d'une tumeur ou éventuellement lorsqu'on suspecte fortement une tuberculose, la cytoponction, ça peut être pas mal parce qu'on va avoir de la nécrose caséeuse
et on ne va pas entraîner des problèmes de fistulisation qu'on aurait pu avoir avec la biopsie ganglionnaire, mais le diagnostic d'un lymphome, c'est une biopsie ganglionnaire. Le mieux, c'est de faire une biopsie chirurgicale puisqu'on va avoir plus de matériel. Et donc, plus de matériel dit voir l'architecture ganglionnaire. Et donc, ça va être aider à faire un diagnostic précis. Et puis, ça va permettre de faire les analyses par la suite. Mais maintenant, il y a quand même des biopsies à l'aiguille qui sont bien faites. Mais par contre, il faut prendre plusieurs carottes. Et donc, ce qui est difficile, c'est, vous voyez, par exemple, les lymphomes qui sont au niveau du tube digestif, où souvent, on a des toutes petites biopsies et le diagnostic peut être compliqué à faire. Donc, il faut prélever plusieurs carottes pour faire différentes analyses, de l'immunohistochimie pour les marqueurs, déjà différencier T, B. Pour faire de la génétique, on va faire une analyse en fiche. Et puis, pour faire éventuellement de la biologie moléculaire, et on va faire aussi une congélation. Donc, sur votre biopsie ganglionnaire, donc on va envoyer des fragments frais. Donc, certains vont être mis dans le formol, d'autres vont être au frais. Et donc, c'est envoyé en anapathe. La première étape, c'est de faire l'HES, c'est la coloration à l'hématoxyline. Et donc, ça va permettre de voir la structure des cellules, de voir si, donc on va voir le ganglion, on va voir une architecture ganglionnaire qui est détruite par une prolifération de cellules qui ressemblent à des lymphocytes. Et ça va permettre de voir si c'est des grandes ou des petites cellules, de voir le noyau. Ça, c'est uniquement la morphologie avec l'hématoxyline. Et ensuite, on va faire de l'immunohistochimie. Donc déjà, on va commencer par faire des marqueurs B et T. Donc, on va faire le CD20 et le CD5. Pourquoi le CD5? C'est que, en fait, c'est un marqueur qui peut parfois être exprimé de façon aberrante par les cellules B du lymphome. Donc, on s'en sert un peu pour les deux. Ensuite, on va faire d'autres marqueurs qui vont nous orienter. Donc, dans le cas du lymphome B diffus à grandes cellules, on va avoir une architecture ganglionnaire détruite par une prolifération de grandes cellules. Ces grandes cellules prennent le marqueur B, donc le CD20, théoriquement ne prennent pas le marqueur T, CD5, et ensuite on va faire des marqueurs différents, le CD10, le BCL6 et le MEM. Avec ces trois marqueurs, on va pouvoir déterminer si ce lymphome est d'origine centrogerminatif ou non centrogerminatif, ce qui est important pour le pronostic et peut parfois l'être pour le traitement. Ensuite, on va regarder s'il y a une surexpression des protéines MYC et BCL2. On va utiliser aussi le Ki67, qui est un marqueur de prolifération, qui va un peu nous orienter sur l'agressivité du lymphome. Donc ici, vous avez un ganglion normal. Donc, vous voyez, ça c'est la zone du cortex superficiel. Et ici, on a un centre germinatif. Donc, ça veut dire qu'il y a une activation par un antigène. Et donc, on voit la zone sombre, avec la zone, ici, c'est la zone du manteau. Et la zone sombre et la zone claire. Et donc, c'est ici qu'a lieu l'interaction entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et donc, on voit bien le centre germinatif. Et puis ici, c'est la zone T, la zone interfolliculaire, donc entre les follicules primaires et secondaires et entre les centres germinatifs. Et vous voyez, donc ça, c'est un centre germinatif normal. Donc, il y a plein de cellules B. Les cellules T, elles sont ici, marquées par le CD3. Et le BCL2, qui est le marqueur d'inhibition de l'apoptose, il n'est pas du tout représenté dans le centre germinatif, parce qu'au contraire, il y a beaucoup d'apoptose dans le centre germinatif. Ici, vous avez un lymphome. Et donc, on ne reconnaît plus du tout les éléments du ganglion normal. Il y a tout ça, toute cette plage-là de cellules anormales qui détruisent l'architecture ganglionnaire. Et vous voyez, ici, c'est pour vous donner un peu une idée de l'échelle. Ici, ce sont des petits lymphocytes, donc des lymphocytes qui peuvent être les lymphocytes d'un lymphome de bas grade, avec ici des grandes cellules. Donc, on voit la différence de taille. Et donc, c'est la transformation d'un lymphome B de bas grade en lymphome à grandes cellules. Dans les lymphomes B diffus à grandes cellules NOS, le classique, on s'est rendu compte qu'il y avait des lymphomes qui avaient des profils d'expression génique différents et on a pu différencier les lymphomes qui sont issus du centre germinatif versus ceux qui sont non issus du centre germinatif. Et on s'en est rendu compte parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes gènes qui sont activés ou mutés. Donc, vous voyez, ça, c'est le profil mutationnel d'un lymphome du centre germinatif. Et ici, c'est le profil mutationnel d'un lymphome activé, donc non centrogerminatif. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas le même pronostic, que les patients qui étaient issus du centre germinatif étaient plutôt de bons pronostics, contrairement aux patients qui avaient un lymphome non issu du centre germinatif.
Alors, évidemment, le profil moléculaire, on ne peut pas le faire à 5000 nouveaux patients par an, ça reviendrait beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop compliqué. Et donc, grâce à l'immunohistochimie, on s'est rendu compte qu'on pouvait prédire. Et d'où l'intérêt des marqueurs CD10, BCL6 et même, parce qu'avec ces 3 marqueurs, on arrive à savoir si le lymphome est centrogerminatif ou non centrogerminatif. Donc, le CD10, c'est un marqueur du centre germinatif. Lorsqu'il est exprimé par les cellules, on a un lymphome qui est GC. Et ensuite, si ce CD10 est négatif, on va céder du BCL6 et du MEM. Le BCL6 étant plutôt un marqueur du centre germinatif, donc va réorienter vers les lymphomes du centre germinatif, et MEM, qui est plutôt un marqueur de la sortie du centre germinatif. Donc, si BCL6 est présent, mais MEM n'est pas présent, on a un lymphome du centre germinatif, alors que s'il est présent, on a un lymphome non centrogerminatif. C'est ce qu'on appelle l'algorithme de Hans, qui est donc un algorithme très facile d'utilisation qui permet de différencier les centrogerminatifs des non centrogerminatifs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les non centrogerminatifs sont plus fréquents chez les sujets âgés. Et puis, bon, maintenant, on a un petit peu avancé. On arrive à avoir quand même un peu plus d'informations sur les mutations qui sont oncogéniques. Et donc, on s'est rendu compte que donc, les lymphomes centrogerminatifs étaient donc souvent avaient des mutations de ZH2, de BCL2, de la mobilité cellulaire, alors que dans les ABC, on avait plutôt des mutations de MYD88, MYD88, comme dans la maladie de Waldenström, de l'activation du BCR, de l'activation de la voie NF-κB. Et ça, c'est des trucs importants parce qu'on a certaines molécules qui peuvent permettre de cibler la voie du BCR ou la voie de NF-κB. Ces molécules, on ne les utilise pour le moment pas en première ligne, mais ça peut servir pour les rechutes. Et puis, il y a des mécanismes oncogéniques qui sont communs aux lymphomes B différentes cellules GC et ABC, notamment la mutation de P53, qui est une mutation de mauvais pronostic quoi qu'il arrive, des gènes impliqués dans l'immunosurveillance, il y a des altérations des régulateurs épigénétiques, donc c'est pour ça qu'on a testé certains traitements qui agissent sur l'épigénétique dans les lymphomes B différentes cellules, et l'activation de BCL6. Et donc, ça a permis… alors maintenant, donc, je vous ai présenté ce qui est utilisé en routine, mais on espère que dans les années à venir, on pourra faire un peu plus de sous-groupes que juste GC et non GC. Et donc, c'est grâce au profil moléculaire qu'on pense pouvoir faire 5 groupes à peu près. Ça a fait l'objet de publications il y a quelques années. Et donc, il y a 5 sous-groupes qui ont été, au moins 5 sous-groupes qui ont été mis en évidence. Mais ces sous-groupes, pour le moment, ne sont pas utilisés en pratique. Puisque pour pouvoir mettre dans les sous-groupes, il faut avoir fait tout le panel mutationnel. Et donc, c'était une 50aine de gènes qui avaient été décrits. Mais grâce à ces panels, on arrivait à distinguer des lymphomes qui étaient centrogerminatifs, mais certains de pronostics pas forcément bons. Et puis au contraire, dans les non centrogerminatifs, on arrivait à avoir des pronostics intermédiaires. Et donc, c'est grâce à toute cette liste de gènes. Et on a pu se rendre compte aussi que dans les sous-groupes, il y avait des concordances. Par exemple, il y avait un sous-groupe qui ressemblait un peu plus au lymphome folliculaire, des sous-groupes qui ressemblaient un peu plus au lymphome de la zone marginale, etc. Alors, excusez-moi. Oui. Oui. Oui, tout à fait. En fait, je suis en train de donner un cours. Juste, je pouvais me dire rapidement… Ouais. D'accord. OK. 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 D'accord. OK. Bah, merci beaucoup. Au revoir. Hop. Pour moi, on continue. Voilà, donc pour ces sous-groupes qui pour le moment sont uniquement, ont été décrits, mais ne sont pas encore utilisés en pratique.
Alors, lorsqu'on a un diagnostic de lymphome B diffus à grande cellule, donc posé grâce à la biopsie, on va faire un bilan d'extension. Ce bilan d'extension, il comprendra dans tous les cas un TEP scanner et un TAP injecté. Le TEP scanner va permettre de calculer le score de Deauville pour le suivi. En effet, donc, le TEP scanner permet de voir donc, des adénopathies qui sont hypermétaboliques, le plus souvent très hypermétaboliques. Souvent, dans un lymphome indolent, on a des SUV qui sont inférieurs à 10 ou très peu supérieurs à 10. Dans les lymphomes B diffus à grande cellule, c'est souvent supérieur à 15. Et donc, le SUV va aussi nous aider à orienter vers le diagnostic d'un lymphome indolent ou d'un lymphome agressif. Et puis, pour le suivi, le TEP scanner va permettre de calculer le score de Deauville. Et donc, ce score de Deauville, c'est celui que je vous ai mis là, qui permet de voir la réponse au traitement. Donc, lorsque le score est égal à 1, 2 ou 3, on considère que le patient est en réponse métabolique. À 4 et 5, c'est une mauvaise réponse, voire une progression. L'objectif dans les lymphomes B diffus à grande cellule, c'est d'avoir une réponse rapide. Ce sont des maladies qui sont très chimiosensibles et normalement, au bout de 2 cures de chimiothérapie, les patients sont le plus souvent en rémission. Donc ensuite, on fait une biopsie ostéomédulaire, on fait une ponction lombaire avec un immunophénotypage, éventuellement une IRM cérébrale si on a des signes neuro ou si la PL est envahie. Sur le plan biologique, on va éliminer une situation urgente avec rechercher un thrombolyse. On va faire un immunophénotypage des lymphocytes circulants pour voir s'il y a des cellules du lymphome B diffus à grande cellule qui circulent dans le sang ou éventuellement pour voir s'il y a des cellules d'un lymphome indolent qui circulent, qui orienteraient vers un lymphome indolent transformé. Éventuellement, on peut avoir besoin de faire la PCR EBV lorsque le lymphome est associé à l'EBV. Et puis, dans certains cas, dans certains centres, on peut faire la recherche d'ADN tumoral circulant. Donc ça, c'est une technique qui n'est pas utilisée en routine, mais qui est intéressante. Puisqu'en fait, l'idée, c'est avec une simple prise de sang, de détecter de l'ADN tumoral et d'avoir donc déjà la quantité d'ADN tumoral, ce qui fait qu'avec la prise de sang, on va pouvoir suivre au cours du traitement et voir si la quantité d'ADN tumoral diminue, mais aussi de voir si cet ADN tumoral est muté. Et donc, on va pouvoir faire tout un panel mutationnel et avoir donc des mutations diagnostiques du lymphome. Dans le bilan préthérapeutique, on va faire un bilan des comorbidités et de la nutrition, notamment chez les sujets âgés, donc l'albumine, l'électrophorèse, voir s'il y a une hypogamma associée, si nécessaire, une évaluation gériatrique, notamment après 75 ans, notamment en utilisant le score du G8 comme débrouillage, puis un peu plus complet, ADL, IADL, etc. Une échographie cardiaque, puisque la chimiothérapie est basée sur des anthracyclines et on évite les anthracyclines si la FEVG est altérée. Mais c'est une question de bénéfice-risque. Et puis, par contre, si on a une FEVG altérée ou un patient qui a une cardiopathie, ben, on va faire un suivi écho-cœur rapproché. Et il y a certains centres qui ont montré qu'il y avait un intérêt de doser la tropo et le BNP juste après la chimiothérapie. On n'oublie pas de faire les sérologies virales, la préservation de la fertilité et en ce moment, la vaccination Covid. Donc, grâce à tout ça, on va calculer le score IPI. C'est un score pronostic au diagnostic qui est très simple, mais qui permet extrêmement bien de séparer le pronostic des patients. Donc ça nous aide à savoir si c'est une maladie de mauvais pronostic ou de bon pronostic. Donc, le score élevé, c'est des patients qui ont un très bon pronostic, contrairement au score. Le score bas est un très bon pronostic, contrairement au score élevé. Et ça se calcule avec le stade, les LDH, le performance status, le nombre d'aires extraganglionnaires atteintes et l'âge. Et on a inventé le AAIP qui, en fait, s'affranchit de l'âge pour avoir des cohortes un peu plus homogènes, notamment pour lorsque les patients sont justement tous dans la même tranche d'âge. Et donc, on utilise le stade, les LDH et le performance status. Et ça discrimine de la même façon les patients. La prise en charge thérapeutique, elle doit être rapide. Ce qu'il faut, c'est que dans le mois où on débutait les symptômes, on ait un diagnostic et si possible qu'on ait débuté le traitement. Donc, ce n'est pas aussi urgent qu'une leucémie aiguë, mais ça l'est quand même. Ça laisse le temps de faire une préservation de la fertilité, etc., de faire le bilan préthérapeutique, mais il ne faut quand même pas trop traîner. Le traitement de référence, c'est une polychimiothérapie associée à un anticorps anti-CD20, donc R-CHOP. Donc ça, c'est quelque chose qui ça a été publié en 2005. L'ajout du rituximab, qui est donc l'anti-CD20 à la chimiothérapie CHOP, permet d'améliorer la survie globale de façon significative. Il y a d'autres anti-CD20 qui existent, le GA101, peut-être que vous connaissez. On a montré que ça ne faisait pas mieux que le rituximab, donc la chimio de référence, ça reste le R-CHOP.
Donc, le R-CHOP, ça contient du rituximab, de la doxorubicine, de l'endoxan, de la vincristine, des corticoïdes pendant 5 jours. Ça se fait en hôpital de jour. Et la neutropénie fébrile est assez rare. Et donc, le traitement par GCSF peut être associé en fonction du risque, notamment de l'âge du patient. On met des antiémétiques, bien sûr, un aprépitant, un cétron et les corticoïdes. Évidemment, la prophylaxie anti-infectieuse systématique avec le Bactrim, le Zélitrex. La chimio de référence, c'est 6 cures de chimiothérapie de type R-CHOP espacées de 21 jours. L'objectif est de ne surtout pas décaler pour bien maintenir la dose intensité. Donc, je vous épargne toutes les études qui ont montré que 6 cycles est égal à 8 cycles, que R-CHOP 14 est égal à R-CHOP 21. Donc, la chimio de référence, c'est 6 cycles de R-CHOP 21. Il y a des études qui se sont posé la question de renforcer le traitement par plus de rituximab, mais il n'y a pas d'intérêt à rajouter plus de rituximab qu'une injection à chaque cycle. De même qu'il n'y a pas d'intérêt à rajouter du rituximab après le R-CHOP, ni à faire une maintenance par rituximab pendant 2 ans, comme c'est fait dans le lymphome folliculaire. Alors, on s'est dit, on arrive quand même à détecter les patients les plus graves, notamment lorsque le score IPI est élevé. Est-ce que ça a un intérêt de faire un traitement plus intensif? Donc, c'est ce qui a été testé dans l'essai LNH03-2B qui testait le RACVBP versus le R-CHOP. Et en fait, ce qu'on a montré, c'est que ça ne faisait pas mieux, hormis dans un sous-groupe, le sous-groupe des IPI 3-5 qui était assez jeune. Mais c'était juste une tendance, ça ne ressortait pas en multivarié. Donc, du coup, le traitement de référence reste le R-CHOP, même dans les traitements, dans les formes les plus graves. Il y a eu un essai un peu plus récent, qui est paru en 2019, qui testait, donc c'était l'essai Alliance, qui testait le DAER-EPOC contre le R-CHOP. Et vous voyez, les courbes de survie sont superposables. Il y avait une petite tendance dans le groupe IPI 3-5, mais pareil, ça ne ressortait pas en multivarié, ce qui n'a pas pu mettre le DAER-EPOC comme un traitement de référence dans les formes les plus graves. Alors, ensuite, il y avait la question de est-ce qu'il faut faire une autogreffe en première ligne? Puisqu'il y a quelques années, pour les formes les plus graves qui avaient un IPI élevé, on faisait une autogreffe systématiquement pour les gens qui étaient jeunes, qui pouvaient le supporter. Et en fait, il y a un essai qui a testé ça, c'est l'essai GAINED, avec l'idée que si les gens répondent vite à la chimiothérapie, il n'y a pas besoin d'autogreffe. Et donc, l'idée, c'était de faire une stratégie guidée par le TEP scanner, en faisant un TEP scanner après la 2e cure, après la 4e cure et à la fin du traitement. Et en fait, pour les gens qui avaient un PET négatif après 2 cures, on ne faisait pas d'autogreffe. Pour ceux qui avaient un PET positif à 2 cures, c'est-à-dire ce qu'on appelait les répondeurs lents, on consolidait par l'autogreffe. Et ça a montré que d'utiliser cette stratégie guidée par le TEP, eh bien, premièrement, il y avait très rarement besoin de faire une autogreffe puisque les gens, la plupart du temps, les patients répondaient bien dès la 2e cure. Et donc, s'il y avait une bonne réponse, on n'avait pas besoin de renforcer par une autogreffe. Et puis, pour ceux qui avaient un PET qui restait positif à 4 cures, ceux-là, par contre, étaient considérés comme réfractaires. Et donc, on passait à une 2e ligne de traitement. Alors, ensuite, les 10 dernières années ont été caractérisées par essayer de faire mieux dans le R-CHOP, parce que le R-CHOP, on le connaît depuis quand même assez longtemps. Et donc, il y a eu plein d'essais qui essayaient de rajouter une nouvelle drogue au R-CHOP. Et en fait, il n'y a aucun de ces essais qui a pu montrer une efficacité, une amélioration du R-CHOP en première ligne. La question, c'est est-ce que ce n'est pas efficace ou est-ce qu'on a mal construit les essais? Parce que peut-être que dans certains sous-groupes, ça a un intérêt de rajouter une drogue au R-CHOP, mais qu'en fait, il y a une telle hétérogénéité dans les lymphomes B diffus à grandes cellules qu'on n'a pas réussi à le mettre en évidence quand on prenait des DLBCL tout venant. Donc, il y a eu l'ibrutinib qui a été testé dans les non-GC, puisque l'ibrutinib, c'est un inhibiteur qui agit sur la voie, sur le BTK. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal d'anomalies de la voie BTK dans les lymphomes non-GC. Donc, on s'est dit, très bien, utilisons l'ibrutinib dans les lymphomes B diffus à grandes cellules non-GC.
on n'a pas pu améliorer la survie, et probablement parce qu'en fait, l'ajout de l'ibrutinib était un peu trop toxique. Et donc, ce qu'on a l'impression, c'est que peut-être ça peut être intéressant chez les moins de 60 ans. Donc, est-ce qu'il y aura une autre publication? On verra. On s'est dit, rajoutons le vénétoclax, puisque souvent, il y a des anomalies de BCL2. Donc, le vénétoclax, qui est en fait un inhibiteur de BCL2, et donc qui a un intérêt, puisque dans les lymphomes B diffus cellules, il y a très souvent des mutations de BCL2. Pareil, pas d'amélioration de la survie, mais peut-être dans le sous-groupe des lymphomes B diffus à grande cellule qui surexpriment le BCL2. On a essayé le Revlimid, pareil, dans les non-GC, c'était l'essai robuste, puisque on s'était rendu compte dans une étude précédente que le Revlimid semblait avoir une efficacité plus dans les non-GC que dans les GC. Et en fait, on n'a pas eu d'amélioration de la survie. L'autre surprise est qu'en fait, il semblait qu'il y avait une efficacité autant dans les GC que dans les non-GC. Et que, encore une fois, c'est encore un problème de toxicité. Et que peut-être qu'en baissant la dose et en l'utilisant dans les GC, dans les non-GC, on pourrait avoir un intérêt de rajouter du Revlimid. Donc là, je vous ai présenté les 3 drogues majeures, mais le Velcade a été utilisé, l'inhibiteur du protéasome. Le Vidaza a été utilisé avec l'idée d'une action dans l'épigénétique. Pas d'intérêt. Et puis, il y a des essais qui sont en cours. Donc, les inhibiteurs de ZH2, différents inhibiteurs de PI3 kinase, et puis des anticorps couplés qui ciblent un autre marqueur B, pas seulement le CD20, mais notamment pour le polatuzumab, c'est l'anti-CD79. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, le traitement de référence, c'est le R-CHOP 21 et que l'ajout d'une autre drogue en première ligne ne semble pas améliorer la survie. Alors, on n'a pas encore parlé des stades localisés parce que la plupart du temps, lorsqu'on diagnostique un lymphome B diffus dans la grande cellule, il est étendu. Mais en fait, dans certains cas quand même, heureusement, on a une maladie qui est au stade localisé. Donc, stade 1, 2 de la classification Ann Arbor. Je vous rappelle, stade 1, c'est un ganglion. Stade 2, c'est plusieurs ganglions d'un seul côté du diaphragme. Et donc, en fait, les maladies localisées, ce sont des maladies d'extrêmement bon pronostic. Vous pouvez voir la courbe de survie, c'est 90% de survie. Donc, c'est des maladies qui sont quand même différentes des lymphomes très étendus. Et donc, on est plutôt dans une stratégie de désescalade. Et donc, ce qui est le traitement maintenant de référence, c'est seulement 4 cures de R-CHOP si le TEP A de cure est négatif. Et donc, ça a permis, lorsqu'on faisait seulement 4 cycles de R-CHOP, et là, vous voyez, c'est les 2 courbes, on a exactement la même survie, la même EFS, avec une réduction des effets indésirables de 1/3. Je fais un cours, en fait. Je t'appelle après, si tu veux. Alors, ensuite, la prophylaxie neuroméningée. Parce qu'en gros, la terreur dans les lymphomes B diffus à grande cellule, c'est la rechute, et notamment la rechute neuroméningée, puisqu'on a peu de drogues qui passent la barrière, et donc le pronostic est effroyable. Pour le moment, ce n'est pas très bien codifié. On utilise le score CNS-IP, qui est comme le score IP avec un point en plus lorsqu'il y a une atteinte du rein et des surrénales. Et ce qu'on sait, c'est que le risque de rechute neuroméningée, alors on ne voit pas très bien, je suis désolée, le risque de rechute neuroméningée à 2 ans, il est très faible lorsque vous avez 0 ou 1 facteur. Lorsque vous avez 2 ou 3 facteurs, il est à 3,4%. Et par contre, lorsque vous avez 4 facteurs ou plus, il est plutôt à 10% de rechute neuroméningée. Et donc, l'idée, c'est de faire une prophylaxie neuroméningée lorsque le risque est élevé. Donc, c'est quand même directement lié au score IP. Donc, la prophylaxie neuroméningée, on ne sait pas très bien. Ce qui a été longtemps fait, c'est des PL thérapeutiques, donc des ponctions lombaires où on injectait de la chimiothérapie. On les faisait à chaque cure de R-CHOP pendant les 4 premières cures. Mais l'efficacité, elle est remise en question. Et donc, ce qui a été maintenant plutôt utilisé dans les dernières années, c'était du méthotrexate à forte dose, parce que le méthotrexate passe la barrière neuroméningée, qu'on fait à la dose de 3 grammes mètre carré. Le problème reste à partir de quand est-ce qu'il faut le faire. Est-ce qu'il faut le faire à la fin pour pouvoir être sûr d'avoir fait le R-CHOP et d'avoir gardé l'intensité de traitement ou alors de le faire en intercalé, mais au risque d'avoir une toxicité avec le méthotrexate et donc de ne pas faire les chimiothérapies par R-CHOP en temps. Donc ça, ce n'est pas encore codifié et ça dépend des centres. Donc vous verrez
des pratiques un peu différentes en fonction des stages que vous ferez. Lorsqu'on a fini nos 6 cycles de AirShop et qu'on a donc évalué le traitement et que le patient est en rémission, donc vous avez été efficace avec vos 6 cycles de AirShop, vous allez le suivre en consultation tous les 3 mois pendant 2 ans. Puis après, on peut espacer à tous les 6 à 12 mois, puisque c'est pendant les 2 premières années que surviennent la plupart des rechutes. La surveillance, elle va aussi servir à repérer des complications tardives cardiovasculaires avec une écho-cœur à 6 mois, des éventuelles complications auto-immunes, des cancers secondaires, des complications infectieuses. Pas de suivi par imagerie, sauf si le lymphome B différentes cellules se développe sur un lymphome indolent. Et dans ce cas, la plupart du temps, on fait un scanner TAP tous les 2 ans. Donc, ici, vous avez un petit résumé. Donc, on a dit le diagnostic grâce à une biopsie avec de l'immunohistochimie de la fiche. Et donc, la plupart des lymphomes B différentes cellules, c'est des NOS dont on a parlé. Il y a 10 à 15% de formes un peu plus rares dont je vous ai cité la liste tout à l'heure et qui sont un peu spéciales. Et puis, il y a 5 à 10% de high-grade bilymphoma qui sont la forme très agressive Burkitt-like, dont on va parler juste après. Donc, on l'a dit, on fait un bilan biologique, un bilan préthérapeutique, un bilan d'extension avec la biopsie de moelle et la ponction lombaire. Et vous verrez qu'il y a à peu près 30% de stades limités où on fera juste 4 cycles de AirShop et 70% de stades avancés où on fera 6 cycles de AirShop 21. Et en fonction du risque de rechute neuroméningée, on complétera avec une prophylaxie neuroméningée. Dans ceux-là, ceux qui sont au stade limité, il y en a 95% qui seront en réponse complète. Et dans ceux qui sont au stade avancé, il y en a quand même 15% qui seront réfractaires à la chimiothérapie. Donc, le problème, c'est la rechute. Donc, ici, vous voyez une étude qui est un peu vieille maintenant, qui s'appelle Scholar, qui regardait le pronostic des patients qui étaient soit réfractaires, soit qui avaient rechuté après une seconde ligne, soit qui avaient rechuté après une autogreffe. Et vous voyez que le pronostic est catastrophique. Donc, c'est pour les patients qui sont réfractaires à la première ligne de chimiothérapie, vous voyez, on est à 10-20% de survie. Pour ceux qui ont rechuté un peu plus tardivement, on a quand même une courbe de survie qui est un peu mieux, mais dans tous les cas, on est largement en dessous des 50%. Donc, dans ceux qui rechutent, la question, ça va être de renforcer le traitement. Donc, lorsqu'il y a une rechute, le traitement de deuxième ligne de première intention, c'est une autogreffe. Une chimiothérapie suivie d'une autogreffe. Le problème, c'est que 50% des patients ne seront pas candidats, puisque de toute façon, une autogreffe, on ne la fait pas après 65 ans pour les autogreffes de lymphome, puisque c'est un conditionnement qui est beaucoup plus fort que pour les conditionnements de myélome. Et donc, les patients qui ne sont pas candidats, puisqu'il y en a beaucoup, puisque c'est des patients âgés. Pour ceux qui sont candidats à l'autogreffe, donc on va faire une chimio de rattrapage ou de seconde ligne, consolidée par une autogreffe. Mais vous en aurez quand même la moitié qui seront réfractaires à cette chimiothérapie. Et donc, à qui on ne fera pas d'autogreffe. L'autogreffe, elle est destinée uniquement aux gens qui sont chimiosensibles et qui donc répondent à la chimiothérapie de rattrapage de seconde ligne. Et donc, ça représente 50% des gens qui rechutent. Et dans ces 50% qu'on va greffer, seulement 50% vont rester en réponse durable. Ce qui fait qu'au total, sur les gens qui rechutent et qui sont éligibles à l'autogreffe, donc normalement les plus fit de ceux qui rechutent, il y en a seulement 20-30% qu'on arrivera à guérir. Les autres vont se retrouver dans ce panier-là, c'est-à-dire de gens qui rechutent, qui ne sont pas éligibles à l'autogreffe, et donc dont le traitement va être une chimiothérapie de seconde ligne, et très rapidement, on va passer à de l'immunothérapie. Donc, le traitement par CAR-T-cells a révolutionné ces patients, puisqu'ils avaient une espérance de vie, une survie estimée à 10-20%, et avec les CAR-T-cells, on arrive à obtenir 40-50% de survie. Et puis, bon, il y a plein d'autres immunothérapies dont on va parler là. Donc, pour les lymphomes diffus à grandes cellules réfractaires, les patients jeunes, moins de 65 ans et fit, c'est autogreffe si on arrive à obtenir une rémission complète avec un régime de deuxième ligne. Ce régime de deuxième ligne, c'est du RDHAC ou du RICE la plupart du temps. Donc, une chimiothérapie à base d'aracitine et de sel de platine ou une chimiothérapie à base d'ifosfamide et de sel de platine. Ça permet de rattraper un quart des patients et si jamais ils rechutent après l'autogreffe, on les adresse à un programme de CAR-T-cells.
Pour les patients qui sont non éligibles à l'autogreffe, il n'y a pas vraiment de traitement standard. L'idée, c'est de pouvoir les inclure dans des essais le plus rapidement possible, puisque maintenant, il y a des essais où on teste les CAR T-cells en deuxième ligne pour les patients non éligibles à l'autogreffe. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Si on ne peut pas les inclure dans des essais, ce sera des traitements de rattrapage de type RGMOX, donc avec du sel de platine, avec des nouveaux anticorps monoclonaux, donc le polatuzumab, qui est un anti-CD79 couplé à de la chimiothérapie, et puis éventuellement d'autres chimiothérapies à base de sel de platine. Et il y a d'autres combinaisons qui sont testées. Donc, les nouvelles drogues, on l'a dit, les CAR T-cells en troisième ligne pour le moment, mais des essais qui permettent de le tester en deuxième ligne, les immunoconjugués, les anticorps bispécifiques, dont vous avez entendu parler dans les leucémies aiguës lymphoblastiques et qui sont aussi intéressantes dans les lymphomes. L'idée, c'est un anticorps qui a deux cibles, une B et une T, pour rapprocher le lymphocyte B lymphocyte T du lymphocyte B et agir d'une autre manière pour détruire les cellules B. Donc, ces anticorps peuvent être effectués en deuxième ou troisième ligne dans des essais. On peut aussi changer d'anti-CD20, utiliser le GA101 qu'on associe au Revlimid. Et puis, on a aussi le tafasitamab que je n'ai pas mis sur cette plaque, qui est un autre anticorps anti-B qui cible le CD19 et qu'on associe aussi au Revlimid. Alors, juste un mot sur les PMBL, les lymphomes B primitifs du médiastin. Donc, c'est des lymphomes B diffus à grandes cellules qui surviennent au niveau du médiastin. Donc, vous voyez, une masse médiastinale. Le plus souvent, c'est des femmes jeunes. Donc, c'est 30-40 ans, prédominance féminine. C'est 10% des lymphomes B diffus à grandes cellules. Le plus souvent, c'est une masse bulky médiastinale avec rarement un envahissement médulaire. C'est donc un lymphome qui est B, mais qui a un aspect assez particulier avec des cellules claires un peu plus grandes, des marqueurs d'activation, donc le CD30, parfois le CD15, et il n'y a jamais très rarement de réarrangement MYC, BCL2, BCL6. Et donc, c'est des lymphomes pour lesquels on n'aura pas besoin de faire une analyse cytogénétique au diagnostic. Et en fait, on s'est rendu compte que les PMBL sont issus d'un lymphocyte B thymique et en fait, ils ont beaucoup de similitudes avec le lymphome de Hodgkin. C'est un lymphome qui est un peu entre le lymphome B diffus à grande cellule et le lymphome de Hodgkin. Donc, 30% de gènes communs. Et donc, avec la voie de JAK-STAT, la voie du PDL1 et NF-kappa B, donc ce qui permet d'avoir des cibles lorsqu'on les traite quand même par R-CHOP, ça reste un lymphome B diffus à grande cellule, donc 6 cures de R-CHOP 21. Mais lorsqu'on a un échec de la chimiothérapie de type R-CHOP, on va plutôt se diriger vers d'autres molécules qui sont plutôt utilisées dans les lymphomes de Hodgkin, les anti-CD30 ou les anti-PD. Parfois, il peut rester une masse médiastinale persistante qui peut être juste de la fibrose. Et donc, ça a un intérêt de faire une IRM de contrôle. Alors, maintenant, on va passer au HGBL, donc les lymphomes B de haut grade dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient auparavant appelés Burkitt-like. Alors, les high-grade B-lymphomas, on les a repérés parce que déjà, lorsqu'on regarde la biopsie, il y en a certains qui ont une morphologie qui ressemble à du Burkitt. Ce n'est pas exactement un lymphome de Burkitt, mais ça ressemble à du lymphome de Burkitt. Et quant au diagnostic d'un lymphome B diffus à grande cellule, la morphologie est Burkitt-like, déjà, on va classer ces lymphomes en high-grade B-lymphoma. Et puis, il y en a certains qui ont une morphologie de lymphome B diffus à grande cellule classique, mais lorsqu'on analyse, lorsqu'on fait une étude en fiche du gène BCL2, MYC et BCL6, on se rend compte qu'ils ont un réarrangement de MYC et un réarrangement de BCL6, ou un réarrangement de MYC et un réarrangement de BCL2. Donc, ces lymphomes, lorsqu'ils ont donc deux réarrangements, on les appelle double hit ou triple hit, quand ils ont les trois réarrangements. Et c'est lorsqu'il y a ce réarrangement, on les met dans la classe des HGBL. Donc, je répète, pour être classifié comme HGBL, c'est soit une morphologie qui ressemble au Burkitt, soit la présence de deux réarrangements, MYC-BCL2 ou MYC-BCL6 ou MYC-BCL2-BCL6. Lorsqu'il y a juste un réarrangement de MYC, lorsqu'un lymphome B diffus à grande cellule a juste un réarrangement isolé de MYC, on ne le met pas dans la classification des HGBL.
Donc, ça veut dire que pour pouvoir bien classer les lymphomes et séparer les HGBL qui sont de largement un bon pronostic que les DLBCL-NOS, ça veut dire que tous les lymphomes B différentiels diagnostiques doivent bénéficier d'une fiche, au moins d'une étude en fiche du gène MYC. Et donc, d'où l'intérêt du réseau Lymphopath. Ensuite, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quand même une différence en fonction du partenaire de MYC. Donc, MYC, lorsqu'il y a un réarrangement de MYC, il peut être réarrangé avec plein de gènes. Le plus souvent, c'est le gène des immunoglobulines, comme dans le Burkitt. Et on a pu montrer que lorsque... Alors ici, vous voyez la courbe verte, c'est lorsqu'il n'y a pas de réarrangement de MYC. Donc, on reconnaît la courbe de nos DLBCL classiques. Et on s'est rendu compte que lorsque MYC était réarrangé avec le gène des immunoglobulines, on avait un très mauvais pronostic. Alors que lorsque MYC était réarrangé pas avec le gène des immunoglobulines, le pronostic était un peu moins bon, mais se rapprochait des patients qui n'avaient pas de réarrangement de MYC. Ça, c'est un article qui est paru en 2015 et qui donc incite à rechercher le réarrangement de MYC, mais aussi à rechercher le partenaire de MYC, ce qui est plus compliqué dans certains cas. Alors, à ne pas confondre les HGBL, donc high grade B-lymphoma, qui ont le réarrangement en fiche de MYC et le réarrangement en fiche de BCL2, avec les DLBCL double expresseurs. Ce sont des lymphomes qui surexpriment à leur surface la protéine MYC et la protéine BCL2. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une hyper-expression qui va être visible avec l'immunohistochimie, ce n'est pas parce qu'il y a une surexpression qu'il y a forcément une translocation du gène. Ça peut être une amplification du gène, il y a plein de mécanismes qui peuvent faire qu'il y a une hyper-expression de la protéine MYC ou de la protéine BCL2. Donc, les lymphomes B différentiels double expresseurs, il y a eu des papiers qui montraient qu'ils étaient d'un peu moins bon pronostic, mais ça n'a rien à voir avec un lymphome double hit qui est de largement moins bon pronostic. Ce qu'on sait aussi, c'est que lorsque les cellules tumorales expriment très, très, très fortement MYC, il y a plus de risques qu'il y ait un réarrangement de MYC. Donc, en ce qui concerne les réarrangements de MYC, donc, on a dit qu'il peut y avoir 10% à peu près des lymphomes B différentes cellules qui ont un réarrangement de MYC. Et 4 à 8% sont double hit, triple hit, c'est-à-dire ont un réarrangement de MYC associé à un réarrangement de BCL2 ou de BCL6. Alors, on n'en a pas parlé, mais forcément, les lymphomes folliculaires qui ont déjà un réarrangement de BCL2, c'est systématique. Il y a la T14-18. Si jamais dans l'oncogénèse, il y a la survenue d'un réarrangement de MYC, donc on va avoir un lymphome double hit. Ce qui veut dire que les lymphomes folliculaires qui se transforment en lymphome B diffus à grande cellule sont un peu plus souvent double hit que les lymphomes B diffus à grande cellule tout venant. Donc, et puis on a aussi ce qu'on appelle les HGBL-NOS. C'est ceux qui n'ont pas le réarrangement, pas le double réarrangement, hein, pas le double hit ni le triple hit, mais qui ont la morphologie Burkitt-like. Donc, ces pathologies, elles ont une présentation agressive. Elles sont très souvent stade 4. Il y a un envahissement médulaire très souvent et il y a beaucoup plus d'envahissement du système nerveux central. On a une survie globale qui est à 50%, voire un petit peu moins. Donc, on est loin des 80% du lymphome B différentes cellules tout venant. Et lorsqu'on les traite par R-CHOP, il y a même des papiers qui ont montré que la survie était de 20%. Entre MYC-BCL2 ou MYC-BCL6, pas de différence. Donc, souvent, c'est des présentations cliniques très bruyantes. Ça ressemble au lymphome de Burkitt, en fait, avec donc, un syndrome tumoral très volumineux qui évolue vite. Donc là, je vous ai mis un exemple. C'était un jeune patient d'une trentaine d'années qui, vous voyez, avait du lymphome dans la rate, une très grosse masse tumorale dans l'abdomen, médiastinale, des atteintes osseuses. Donc, et ça s'était développé en 1 ou 2 mois. On a des LDH qui sont très augmentés et donc ça ressemble dans la présentation clinique aussi à un lymphome de Burkitt. Là, c'est un autre exemple. Vous voyez, il y a encore une énorme masse abdominale avec des atteintes osseuses au diagnostic. Et pareil, une patiente qui s'était altérée sur quelques semaines. Hein. C'est vraiment une présentation très agressive. Mais parfois, rarement, parfois, on peut avoir des HGBL qui sont localisés. Donc, vous voyez, c'était une patiente qui s'était présentée avec juste des localisations très limitées, donc une très faible masse tumorale. Et ce qu'on sait, c'est que lorsque le stade est localisé des HGBL, eh bien, on a l'impression qu'ils ont un bon pronostic.
De même, lorsqu'un HGBL a un score IPI faible, ce qui est rare, eh bien, c'est des pronostics qui semblent se rapprocher des lymphomes B diffus à grandes cellules classiques. Et donc, on fait un traitement classique de R-CHOP 21. Parce que là, je vous ai parlé des HGBL, vous avez vu que c'était des lymphomes très agressifs. Et donc, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on les traite comme des Burkitt, avec un traitement beaucoup plus intensif? Est-ce qu'il faut mettre une autogreffe en première ligne? Donc, la littérature, elle est assez complexe. Je vous ai épargné la revue de la littérature. En fait, le problème, c'est que le HGBL, c'est une entité qui est reconnue que depuis 2016, même si on savait depuis longtemps que les Burkitt-like étaient de mauvais pronostics. C'est individualisé que depuis 2016. Et donc, souvent, dans les articles, les HGBL sont mélangés à la population des DLBCL NOS. Et donc, parfois, il y a des analyses de sous-groupes, mais pas toujours. Et en plus de ça, on différencie quand même les HGBL double hit, triple hit des HGBL NOS. Et ça, dans la littérature, c'est très peu fait. Donc, en tout cas, pour conclure, on va dire, sur le traitement, le fait de consolider avec une autogreffe en première ligne, ça ne semble pas avoir d'intérêt. Donc, ce n'est pas fait. Mais la question, c'est est-ce qu'on fait un traitement plus intensif? Donc, il y a eu notamment une étude qui est sortie en 2018 qui semblait montrer un intérêt à mettre un traitement un peu plus intensif, donc par DAER-EPOCH plutôt que par R-CHOP. Donc, vous voyez, c'était la courbe bleue par rapport à la courbe rouge. Non, pardon, excusez-moi. Le DAER-EPOCH, donc c'est la courbe de survie. Et on avait comparé ceux qui avaient juste un réarrangement de MYC avec ceux qui avaient un double réarrangement, les double hits. Et vous voyez, on avait l'impression quand même, quoi qu'il arrive, que même quand on met un traitement intensif, les double hits vont moins bien que les MYC réarrangés seuls. Donc, on a quand même des courbes de survie qui ne sont pas si mal pour des patients qui sont censés être graves, mais déjà, vous voyez dans cette étude, le problème, c'est que la population, c'était que des MYC, c'était des patients qui avaient un réarrangement de MYC, et donc on n'avait pas vraiment différencié les lymphomes double hit, donc les HGBL, des patients avec juste un réarrangement de MYC. Donc déjà, l'étude, elle est construite pas vraiment pour étudier les HGBL. Donc, avec des HGBL qui restent à avoir un pronostic qui quand même ont un pronostic moins bon que les autres. Donc, ce n'est pas un traitement qui permet de rattraper le pronostic des HGBL. Et en plus de ça, il y avait un potentiel biais de sélection, puisqu'en fait, pour pouvoir être inclus dans cette étude, il fallait avoir eu l'étude en fiche, et que le temps de faire l'étude en fiche, il y avait un retard. Et donc, du coup, ça éliminait toutes les formes très graves, comme je vous ai montré sur les TEP précédents. Donc, il y a certains centres qui font du DAER-EPOCH en première ligne. Il y a certains centres qui traitent comme des Burkitt. Pour le moment, on n'a pas vraiment de standard. Il y a certains centres qui traitent comme des DLBCL classiques. Et notamment, ce qu'on sait, c'est qu'il faut éviter un traitement intensif chez les plus âgés ou ceux qui ont un état général très altéré parce qu'ils vont beaucoup moins bien et on ne leur rend pas du tout service avec une chimio intensive. Donc, vous voyez, ça, c'est une étude qui avait fait un traitement un peu comme le Burkitt. Et donc, on avait l'impression que c'était quand même mieux. On obtenait des courbes de survie qui n'étaient pas si mal pour des patients qui étaient très graves. Mais pour les plus âgés, pas de bénéfice parce que trop de toxicité. Au final, donc, ce qu'on retient, c'est que, en gros, quand on regarde la littérature, il ne semble pas vraiment qu'il y ait d'intérêt en survie globale à faire un traitement plus intensif. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Alors, j'ai vu donc ta question. Peut-être je vais y répondre juste après. Je termine juste sur le traitement des HGBL. Donc, au final, pas vraiment d'intérêt d'un traitement intensif. En tout cas, on n'arrive pas à en être sûr parce que les traitements intensifs, il y a beaucoup de toxicité. Et donc, finalement, faire beaucoup de toxicité à des gens avec une survie qui n'est pas forcément améliorée, ben, ça pose question. Donc, il y a plein de régimes qui ont été essayés. Et là, vous voyez, par exemple, ça avait montré un intérêt en PFS, mais pas en survie globale. Et ça, c'est une étude qui est vieille, mais qui, en fait, a été confortée par une série française
Donc, c'est une interne lyonnaise, je crois, si je ne me trompe pas, qui avait fait un travail sur les AGBL et qui voulait voir si il y avait un intérêt à faire un traitement intensif par rapport à un traitement de type AirShop. Et vous voyez, on a l'impression que ça fait un peu mieux en PFS, mais en survie globale, il n'y a pas de différence significative. Il y a une petite tendance dans le traitement intensif, mais ce n'est pas significatif. Donc, au final, et pas d'intérêt de l'autogreffe en première ligne. Donc, au final, en fait, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que dans les HGBL, le traitement par AirShop, ce n'est pas génial. Mais qu'en même temps, si on met un traitement plus intensif, on est plus toxique et que ce n'est pas forcément beaucoup mieux. En tout cas, il ne faut surtout pas le faire pour les patients âgés. Donc, on ne sait pas trop. Et surtout, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'on a un traitement de rattrapage qui est les CAR-T-cells et que du coup, faire beaucoup de toxicité avec la chimiothérapie, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt parce qu'on le sait, ils ont un HGBL, ils vont rechuter. En tout cas, beaucoup vont rechuter. Et donc, peut-être que ça a plus d'intérêt, du coup, de les rattraper rapidement par des CAR-T-cells. Et donc, l'idée, c'est, chez ces patients-là, de pouvoir faire en deuxième ligne les CAR-T-cells. Alors, pour répondre à ta question, alors, je n'ai pas très bien compris la question. En gros, l'idée, c'est est-ce qu'il faut compléter le traitement? Pourquoi elle a eu la splénectomie? Ou qu'est-ce qu'on ferait juste comme traitement de première ligne, c'est ça? Parce qu'en gros, nous, ce qu'on ferait, alors probablement qu'on n'aurait pas fait la splénectomie, mais j'imagine que ça a été fait pour le diagnostic parce qu'on n'arrivait pas à faire autrement. Alors même si il y a certains centres où on arrive à faire des biopsies spléniques, c'est très rare, donc la splénectomie, on peut en avoir besoin pour le diagnostic. Là, vous voyez, donc c'est un lymphome qui, je pense, a un score IPI qui est très faible, puisqu'on a un âge à 50 ans. Donc, on a un PSA 0, les LDH qui sont normales. Il y a très peu d'air. Donc, en fait, on a un score IPI qui est à 0, je pense. Donc, du coup, ça nous ferait, dans tous les cas, même s'il y avait l'atteinte de la rate, ça fait quand même un stade 3, donc ce serait plutôt un stade localisé. Si on est sûr que ce n'est pas une masse bulky, on peut considérer que c'est un DLBCL qui est de stade localisé, et donc on pourrait ne lui faire que 4 AirShop avec une évaluation du TEP après 2 cures. Ça, c'est très important parce que si jamais le TEP est positif après 2 cures, il faut continuer. Je pense par contre que le TEP est indispensable. Enfin, je pense qu'on ne peut pas traiter un patient qui a un lymphome diffus à grande cellule sans TEP parce qu'on peut vraiment passer à côté d'autres localisations et que pour être sûr, il faut quand même faire un bilan d'extension, donc une BOM et une ponction lombaire pour être vraiment sûr qu'on ne passe pas à côté d'autres localisations avant de se lancer dans un traitement un peu light, 4 AirShop. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors oui. Existe-t-il une indication de Imbruvica, induction et maintenance? Non. Nous, encore une fois, c'est ce qu'on disait. Même si c'est vrai qu'on avait l'impression que l'ibrutinib, ça pouvait être intéressant dans les non-GC, on ne le met jamais en première ligne. Il y a eu des études, donc Phoenix, qui est paru l'année dernière, qui montrent qu'il n'y a pas d'intérêt d'ajouter l'ibrutinib en première ligne. Donc ni en première ligne, ni en maintenance. La seule question, nous, parfois, qu'on se pose pour l'ibrutinib, mais ce n'est pas en première ligne, c'est en rechute, c'est dans les atteintes cérébroméningées, parce qu'on sait que l'ibrutinib peut avoir un effet dans l'atteinte neuroméningée. Mais sinon, pas d'ibrutinib en première ligne du AirShop classique. Donc, pour les HGBL, donc vous avez compris, c'est très grave et on ne sait pas très bien comment les traiter.
Bon, quand c'est localisé, c'est pas trop grave. Quand le score IPI est très bas, même si c'est rare, c'est pas trop grave. Par contre, et de même, quand on arrive à obtenir une rémission, ben finalement, on arrive à avoir une bonne survie. Parce que c'est un peu comme des Burkitt, la rechute, elle va se faire même pas dans les... Donc, on a dit que les DLBCL, la rechute, elle se passe dans les 2 ans. Dans les HGBL et dans les Burkitt, s'il y a rechute, c'est dans la première année, toujours, voire même dans les 6 premiers mois, voire même au bilan de fin de traitement. Et donc, en fait, ça, c'est une étude qui s'était intéressée au HGBL, qui était en rémission plus de 3 mois après la fin du traitement de première ligne. Ben, ils avaient une survie qui était excellente. Même avec du AirShop, parce qu'en fait, alors c'était traitement intensif versus AirShop, mais en gros, on a l'impression que lorsque les patients, on les a mis en rémission et qu'ils le restent, on a une survie qui est plutôt pas mal. Par contre, lorsqu'on a une rechute après la première ligne, la survie est catastrophique, encore pire que pour les DLBCL classiques, avec une survie qui est à 19%, puisque c'est des maladies qui progressent très vite. Et l'autogreffe, consolidée par une autogreffe, bah, pour le moment, ça reste le standard, hein, comme un DLBCL, mais au final, on a l'impression que même l'autogreffe, en fait, ceux qu'on arrive à autogreffer, OK, mais la plupart, en fait, lorsqu'ils ont rechuté ou qu'ils sont réfractaires à la première ligne, bah, en fait, on n'arrive pas à les autogreffer. C'est encore pire que pour les DLBCL. Donc, notre seul espoir, c'est les carticelles. Voilà, bah on va passer au lymphome de Burkitt. Bon, je vais faire juste un petit mot parce que le lymphome de Burkitt, c'est pour le coup des lymphomes qui sont très protocolisés. Je pense que tous les centres en France font à peu près le même traitement. Donc, je vais vous le présenter parce qu'il faut que vous le connaissiez. Donc, c'est 2% des lymphomes en Europe, hein, c'est assez rare. Il y a le fameux lymphome de Burkitt endémique en Afrique subsaharienne qui est associé à l'EBV. Nous, ce qu'on voit, c'est le sporadique avec souvent une grosse masse abdominale qui n'est pas associée à l'EBV, et puis le lymphome de Burkitt de l'immunodéprimé, notamment du VIH. Donc l'histologie, elle est typique. Alors vous n'allez pas pouvoir me dire que c'est typique, mais je vous le dis, pour un anapathe, c'est typique. C'est le fameux ciel étoilé. En fait, vous voyez, c'est des cellules avec beaucoup d'images. En fait, bon, je vais essayer de vous le décrire, même si je ne suis pas anapathe, mais en fait, il y a beaucoup d'images d'apoptose. Et donc, c'est ça qui donne cet aspect de ciel étoilé, avec beaucoup de mitoses et beaucoup d'apoptose. Ce qu'on voit en foncé, c'est les mitoses, et l'apoptose, vous voyez là, c'est plein de débris apoptotiques. Et l'anapathe, il ne se trompe pas, le diagnostic, il le fait sur l'histologie. Donc, on a une morphologie de Burkitt, et ensuite, on confirme en retrouvant un réarrangement de sémique qui est isolé. Lorsqu'on a une histologie typique et un réarrangement de sémique, on a un diagnostic de lymphome de Burkitt. Par contre, si on a l'histologie de Burkitt, mais qu'on a un réarrangement de MYC et de BCL2, on a un HGBL. J'espère que vous me suivez. Et que si on a une morphologie de Burkitt et pas de réarrangement de MYC, ben on a aussi un HGBL et pas un Burkitt. Encore une fois, j'espère que vous me suivez. Le Burkitt, il est toujours CD20+, et CD10+. C'est un lymphome du centre germinatif. Il n'exprime pas BCL2. Et par contre, il exprime très fortement sémique avec un KI67 qui est proche de 100%. Donc, là, c'est un papier qui est sorti en 2021 qui décrit, parce que le lymphome de Burkitt, il n'y a plus beaucoup de choses qui sortent dessus. Donc, c'est une série rétrospective de 650 patients. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est des patients jeunes avec un âge médian de 47 ans. Et ça, c'est probablement favorisé par le fait qu'il y a 20% de patients qui ont le VIH. Et c'est un peu comme les HGBL, avec un état général altéré, une masse très volumineuse qui progresse très vite en quelques semaines, des LDH extrêmement élevés, un syndrome de Leigh spontané, et on a beaucoup de maladies extraganglionnaires. Donc, en fait, on a des scores IPI qui sont très élevés. Et donc, on a notamment pas mal d'atteintes du tube digestif, de l'atteinte médulaire et beaucoup d'atteintes du système nerveux central. Ce qui va donc vous permettre de comprendre le régime de chimiothérapie. Alors, un petit exemple, hein. Ça, c'est un patient qui avait un lymphome de Burkitt qu'on a hospitalisé il y a 1 mois. Et vous voyez, il avait une atteinte de tout le rachis avec en plus quand même des masses abdominales qui s'est développée très rapidement. Donc, c'est un traitement qui est intensif et surtout, il y a une rotation des drogues pour pouvoir prévenir la rechute neuroméningée. Quand même, c'est un traitement qui va être adapté à l'âge et qui permet d'avoir une bonne réponse et un faible taux de rechute.
Donc, c'est une maladie lorsqu'on arrive à faire le traitement. Donc, chez les patients jeunes, c'est beaucoup plus facile. Lorsqu'on arrive à faire le traitement et donc ne pas avoir de mortalité liée au traitement, on a un excellent pronostic avec extrêmement peu de rechutes de Burkitt. Mais la TRM, c'est la toxicité related, la toxicité relative au traitement, elle peut aller jusqu'à 10% avec ces traitements. Donc maintenant, on va dire que le futur pour le lymphome de Burkitt, ce sera d'essayer de faire une désescalade. Donc, vous voyez, le protocole que l'on utilise, et je pense que c'est ce qui est utilisé dans tous les centres, c'est un protocole qui est le LMBA, qui est paru en 2016, donc qui est connu depuis un petit moment, qui en fait des sous-groupes en fonction de l'âge et de l'atteinte du système nerveux central. Donc, on va faire des traitements plus ou moins intensifs en fonction de l'âge des patients. Et on va faire des traitements plus ou moins intensifs en fonction de s'il y a une atteinte du système nerveux central. Et donc, vous voyez, on va faire donc un debulking. Donc ça, c'est en fait l'idée que comme on a une très forte masse tumorale avec beaucoup de cellules en cycle, on ne veut pas mettre trop de chimio d'un coup. Sinon, on va avoir une lyse importante. Donc, on fait une petite chimio pour diminuer la masse tumorale et ensuite, on attaque la chimiothérapie classique. Donc, c'est le COP de debulking. Et ensuite, on fait donc une chimiothérapie à base d'intracycline, donc c'est du copadem. Ensuite, on fait une chimiothérapie à base d'aracitine pour avoir une protection du système nerveux central. Et ensuite, on consolide avec encore de la chimiothérapie. Et avant, on faisait même une irradiation crânioencéphalique qu'on ne fait plus maintenant parce qu'il y a trop de toxicité. Voilà, j'ai fini. Allez-y pour vos questions. Et dans tous les cas, si vous avez des questions qui vous viennent dans un second temps, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je pense que je l'ai mis au début du PowerPoint. Voilà. Louise.Roulin, donc il n'y a pas de souci. S'il y a des choses qui ne sont pas claires sur le PowerPoint ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent après le cours, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'avais une question sur la prophylaxie neuroméningée des Ouais. DLBCL. On le fait à partir du score IPCNS au-dessus de 4 ou au-dessus de 2 ou 3? Alors, c'est un peu varié. Je pense que, d'ailleurs, je n'ai pas fait de sondage dans les différents centres. Nous, on a tendance à faire une prophylaxie neuroméningée à partir de 3. Donc, un score à 3. Je pense que c'est discutable quand on est intermédiaire. Quand c'est élevé, évidemment, il faut le faire. Quand on est à 2, ça peut être discutable parce que c'est intermédiaire. Nous, on a pris le parti de faire quand c'est supérieur ou égal à 3. Et après, vis-à-vis du suivi pendant le traitement, on fait un PET scan post-C2 ou C4. On en fait un post-C6 ou pas? Alors, donc, en gros, l'idée du TEP précoce, après ces deux, en fait, c'est de voir les répondeurs, les gens qui répondent vite à la chimiothérapie. Et donc, en fait, ce TEP, il a d'intérêt que s'il y a un projet de consolider le traitement, éventuellement par une autogreffe. Donc, en gros, ce qui est recommandé et ce qui est fait, je pense, dans tous les centres, c'est un TEP après la 4e cure et après la 6e cure. En gros, tu fais ton TEP à la 4e cure parce que s'il est positif, c'est que ton patient il est réfractaire, donc il faut changer de chimiothérapie. Et ton TEP après C6, qui est le TEP de fin de traitement, qui est l'évaluation qui est la plus importante, enfin qui est très importante, qu'on fait un petit peu à distance de la chimiothérapie, en général 1 mois ou 2 mois après la dernière cure de chimiothérapie, pour vérifier qu'on a bien une rémission complète persistance. Et en fait, le TEP après C4, c'est pour éviter d'accumuler de la chimiothérapie. Après, ce qui se fait dans les centres, c'est de faire chez les patients jeunes un TEP à C2, avec l'idée que si le TEP est encore positif à C2, il faut renforcer le traitement avec l'autogreffe. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Oui. Et après, donc du coup, on dit rechute pour passer à un traitement de seconde ligne. Tout à fait. On le dit à partir d'une rémission partielle ou on le dit à partir d'une rechute, une vraie évolutivité? Alors, si ton patient il est réfractaire, que ce soit à chaque fois qu'il va venir pour sa cure de chimiothérapie, tu vas évaluer l'efficacité de ton traitement. Et donc, si ton patient il arrive à la 2e cure et que le syndrome tumoral a augmenté, Oui. ça s'appelle une progression et il faut déjà changer de traitement.
Donc, quoi qu'il arrive, à tout moment de la chimiothérapie, si on a une progression du lymphome évidente, cliniquement, ou sur le TEP scanner, si c'est AC4 ou AC6, si tu as une progression, de toute façon, tu changes de ligne. Oui. Après, si tu as une maladie qui est stable, après, on va se fier qu'à l'évaluation de C2 ou de C4. Donc, si tu as une maladie stable à C2, il faut renforcer le traitement. Si tu as une maladie stable à C4, on change de ligne. L'objectif, c'est qu'à C4, ton patient doit être en rémission complète. Et c'est la rémission complète métabolique qui compte, attention. Il peut rester parfois une petite masse tumorale. C'est vraiment la rémission métabolique avec le score de Deauville. Tu dois avoir un score de Deauville à 1, 2 ou 3 à C4. Sinon, il faut changer de traitement et passer à un traitement de seconde ligne. Ok, super, merci. Et, J'avais une question, pardon. Ouais, allez-y. ok. Du coup, moi, j'avais une question. Du coup, vous avez dit qu'on fait pas de suivi avec des imageries, même si initialement, c'était pas des ganglions qui étaient palpables, que c'était des ganglions, par exemple, intra-abdominales. Ouais, exactement. En fait, contrairement au lymphome indolent, où on fait un scanner tous les 2 ans, parce qu'en fait, le lymphome peut progresser sans qu'on s'en rende trop compte. Dans les lymphomes agressifs, on considère que s'il y a une progression, elle va être parlante cliniquement. Le patient va avoir des symptômes. Donc, si c'est dans le ventre, il va avoir mal au ventre, il va se mettre en occlusion. Si c'est médiastinal, il va avoir une toux, il va être gêné pour respirer. Donc, on pense que ça ne sert à rien de faire une imagerie. En plus de ça, comme c'est une progression comme c'est un lymphome qui progresse rapidement, si tu fais un scan que tous les 2 ans, tu peux tout à fait passer à côté. Donc, tu fais ton scan, tu te dis, je suis tranquille. En fait, il va progresser l'année d'après et tu n'auras pas vu. Donc, en fait, on s'est rendu compte que faire une surveillance. Ah oui, et l'autre truc en plus, c'est que la rechute, on l'a dit, c'est dans les 2 premières années. Alors qu'un lymphome indolent, il peut rechuter 10 ans après. Donc, comme c'est dans les 2 premières années et que, de toute façon, on ne va pas faire de scan de façon très rapprochée. Donc, les 2 premières années, on surveille très rapproché cliniquement. Et après, on arrête. Parce qu'en fait, la surveillance qui se faisait avant par scanner, donc c'était au début tous les 6 mois, puis ensuite tous les ans, puis tous les 2 ans, en fait, ça donnait trop d'irradiation et on était toxique par l'irradiation des scanners. Donc, aucune imagerie, on fait juste un TEP de fin de traitement. Et l'autre chose aussi, c'est que ce qui est obligatoire, c'est un TEP en pré-thérapeutique et un TEP en fin de traitement. Après, le mieux, c'est quand même un TEP après C4. Il y a certains centres pour les patients très âgés où ils se contentent juste d'un scanner intermédiaire éventuellement. Mais l'imagerie de référence, ça reste quand même le TEP avant traitement AC4 et AC6. Merci beaucoup. Et il y avait une autre question, je crois. Oui, moi j'avais une question sur les HGBL. Ouais. En fait, je me posais la question par rapport au Burkitt. Est-ce que les deux entités, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux entités ou c'est vraiment deux entités différentes? Est-ce que ça peut être considéré comme une forme frontière l'un par rapport à l'autre? Est-ce que par exemple les Burkitt qui rechutent, est-ce qu'ils pourraient développer un deuxième réarrangement et devenir WI, devenir HGBL et des choses comme ça ou pas du tout? Et ouais, c'est une super question. Après, je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment trop y répondre. En tout cas, quand on regarde les profils moléculaires des Burkitt, ils sont complètement différents des HGBL, alors que les profils moléculaires des HGBL ressemblent aux DLBCL. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les HGBL maintenant, en fait, avant, je pense qu'il y a plein d'HGBL qui étaient mis dans la case Burkitt. Et ça, c'était avant. Et puis après, il y a eu cette fameuse entité Burkitt-like, où du coup, ça laissait un peu penser c'était une forme frontière. En fait, maintenant, on s'est rendu compte avec le profil moléculaire que non, c'est vraiment plutôt des DLBCL avec beaucoup d'anomalies, tu vois. Et tu as tout à fait compris, dans les DLBCL, il y a beaucoup d'anomalies oncogéniques, alors que dans le Burkitt, il y a juste le réarrangement de MYC. Il y a quasiment, enfin, il y a quelques autres anomalies, mais il y a beaucoup moins d'anomalies que dans les HGBL. Donc, après, pourquoi le lymphome de Burkitt il se présente comme ça, quasiment comme un HGBL, alors qu'il n'a pas les mêmes anomalies? Ça, on ne sait pas très bien pourquoi. Mais c'est vraiment deux entités à part. Ça se ressemble cliniquement,
et ça se ressemble parfois sur l'histologie, mais il ne semble pas que ce pas les mêmes mécanismes oncogéniques. Ok, merci. J'avais une petite dernière question. Je sais que la BOM, elle n'est pas toujours réalisée. Oui. On peut la remplacer par un myélogramme ou pas? Non, enfin, en fait, non, pour le coup, remplace par un milligramme, ça ne sert à rien. Alors, parfois, le patient, il est cytopénique. Bah là, si vous faites un myélogramme, ça vaut le coup parce que il y a quand même des chances que, comme il est cytopénique, l'infiltration médulaire, elle soit suffisamment massive pour qu'on puisse, avec un simple myélogramme, mettre en évidence des cellules de lymphome. Mais si on fait un myélogramme, il faut faire un immunophénotypage pour être plus précis encore. Tu vois, juste regarder le myélogramme, on peut passer à côté. Par contre, si tu fais un immunophénotypage des lymphocytes sur ta moelle, peut-être tu pourras détecter des lymphocytes pathologiques. Mais le myélogramme, il n'a pas une bonne rentabilité, hormis quand il y a une infiltration médulaire massive. Et ça peut arriver, et notamment lorsqu'il y a déjà des cytopénies, bon, ça peut se tenter. La biopsie ostéomédulaire, normalement, c'est pour voir s'il y a une infiltration médulaire, mais le plus souvent, lorsque la NFS est normale. Et donc, on dit qu'il faut faire une BOM parce que ton infiltration, elle est un peu patchy, elle est qu'à certains endroits, et c'est important de le voir. Après, c'est un geste qui est invasif, c'est pas très agréable ni pour le médecin ni pour le patient. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de centres qui l'ont un peu arrêté en disant que, par analogie avec le Hodgkin, puisque dans le Hodgkin, on a pu montrer que lorsqu'il y avait une infiltration médulaire, ça se voyait sur le TEP. Et donc, du coup, s'il y avait une infiltration médulaire suspectée sur le TEP, on faisait une BOM, mais que sinon, on ne faisait pas de BOM. Il y a du coup beaucoup de centres qui font ça. Nous, dans notre centre, on continue à faire des BOM systématiquement avec l'idée qu'on peut passer à côté sur le TEP. Évidemment, on peut passer à côté sur le myélogramme, et aussi l'idée que c'est intéressant pour voir s'il n'y a pas un lymphome indolent sous-jacent. Parce que vous avez eu le cours sur les lymphomes indolents, on a dû vous expliquer, autant l'infiltration médulaire par un lymphome B diffus à grande cellule, c'est rare, c'est 10%, autant une infiltration médulaire par un lymphome indolent, c'est assez fréquent. Et donc, du coup, c'est vraiment pas rare qu'on fasse une biopsie, qu'on tombe sur un DLBCL et que quand on fasse la BOM, on voit qu'il y a un lymphome folliculaire sous-jacent. Bon, au final, ça ne change pas grand-chose parce que ça ne change pas le traitement et ça change juste le fait qu'après, on fera une surveillance un peu plus régulière avec des scanners tous les 2 ans. Nous, c'est comme ça qu'on défend de poursuivre le fait de faire une BOM, mais je sais que ce n'est pas du tout partagé par l'ensemble des centres. Je pense qu'il n'y a même pas la moitié des centres qui font une BOM en systématique. Et d'ailleurs, dans la revue de Gilles Salle, là, du New England, il l'a mis BOM optionnel. Et la PL, dans le bilan d'extension, on peut être amené directement à faire une intrathècale double ou triple directement ou pas? Ou on fait juste Ouais, souvent, c'est ce que font les gens. En fait, avant, de toute façon, comme il y avait, quoi qu'il arrive, 4 ponctions lombaires doubles ou 4 ponctions lombaires avec du métaux, avec les 4 premières chopes, ben, du coup, la ponction lombaire exploratrice, on faisait toujours en même temps une ponction lombaire thérapeutique. Ouais. Maintenant, comme il y a plein de centres qui ont complètement abandonné les PL en disant que ça ne sert à rien et que c'est invasif, bah, la première PL, elle peut être seulement exploratrice. Mais nous, voilà, c'est ce qu'on a pris le parti de faire. On coupe la poire en deux, on ne fait plus les PL, on ne fait plus 4 PL. Mais la première, on l'a fait thérapeutique. En se disant, de toute façon, on fait une PL, on y est, autant injecter de la chimio. Ça ne repose pas sur plus d'arguments que ça, quoi. Okay. Mais par contre, voilà, PL, je pense que ça, c'est fait dans tous les centres. C'est vraiment systématique au diagnostic. Ça arrive souvent qu'on passe à côté, enfin vraiment qu'il n'y ait aucun signe clinique et qu'on tombe par hasard sur une infiltration neuroméningée. Et c'est quand même très important parce que ça change le traitement pour le coup. On n'en a pas parlé, mais l'atteinte neuroméningée d'un lymphome B agressif, c'est encore un truc qui n'a pas beaucoup de consensus, mais clairement, il faut faire du méthotrexate et assez rapidement. Donc, ça change quand même le traitement, ça change le suivi. Donc, c'est systématique. Et avec un immunophénotypage, parce que parfois, il n'y a pas d'hypercellularité, il n'y a pas d'hyperprotéinorachie, mais par contre, on détecte des cellules au phéno. Okay, super, merci. Dans la prophylaxie neuroméningée des lymphomes de Burkitt, quand on parlait de la radiothérapie encéphalique, ça vous disait que ça se faisait plus du tout, ou c'est en fonction de l'âge qu'on le fait, ou vraiment ça Alors ouais, c'est vrai que j'ai peut-être parlé un peu vite. Nous, on ne le fait plus.
Je pense qu'il y a pas mal de centres qui ne le font plus parce que c'est vraiment toxique. Et puis qu'en fait, avec les doses d'Aracé énormes qu'ils reçoivent, les doses de méthotrexate énormes qu'ils reçoivent, finalement, les rechutes neuroméningées, bon, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je pense que ça a été abandonné dans la plupart des centres. Après, peut-être qu'il y a certains centres qui continuent à le faire. Nous, on a abandonné. Parce que c'est vrai qu'ils ont un traitement qui est très long, hein, qui fait quasiment 9 mois, avec beaucoup de métaux, beaucoup d'Aracé, plein de PL, 9 PL. J'ai oublié de le dire, ils ont 9 PL thérapeutiques. Donc, la radiothérapie en plus, avec voilà, la radiothérapie, c'est des séquelles neurologiques quasiment certaines. Donc, nous, en tout cas, on a abandonné. Je crois que c'est le cas de beaucoup de centres. Et juste, pardon, j'avais une question juste sur les lymphomes B primitifs du médiastin dont on avait rapidement parlé tout à l'heure. Ouais. J'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas besoin d'analyse cytogénétique. Parce qu'en fait, tout simplement, on s'est rendu compte qu'il n'y a quasiment jamais de réarrangement de MYC, BCL2, BCL6. En fait, pour le coup, le PMBL, on voit bien que c'est quand même moitié-moitié et c'est proche du Hodgkin, en fait. Et dans le Hodgkin, il n'y a pas de réarrangement de MYC, de BCL2, BCL6. Et donc, du coup, ce n'est pas très étonnant que dans le PMBL, on ne retrouve jamais. Donc, c'est des trucs, c'est des analyses. Hein. Il y a eu des analyses cytogénétiques sur, je ne sais pas, 100, 200 PMBL. On s'est rendu compte qu'il n'y avait jamais de réarrangement de MYC. Donc, du coup, on dit, ce n'est pas la peine de faire la fiche. Ah, ok, d'accord, merci. Ok. Bon, du coup, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Et puis bonne soirée, du coup.